Parti. Bonjour. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour Olivier, bonjour Adèle. Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour ce petit retard de 7 minutes, tout à fait indépendant de la volonté de tout le monde, s'il s'agit d'une connexion technique, d'un problème technique, pas dû au festival, mais dû à Reza qui est sur le terrain et qui a eu un problème, qui a des problèmes de connexion et qui n'arrive pas à nous rejoindre. Donc, nous croisons les doigts pour qu'il puisse se connecter d'ici la fin de l'intervention. Mais nous accueillons son fils et nous accueillons Olivier alors son fils qui le connaît bien, certes, c'est un peu normal, et Olivier qui a beaucoup voyagé avec lui et qui connaît bien toutes les interventions de Del. Donc, je vais vous laisser intervenir tous les deux avec les photos de Reza qu'il nous a envoyées et j'espère vivement que nous pourrons l'accueillir d'ici la fin. Voilà. Et moi, par la magie de l'Internet, je vais disparaître. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure, Cathy. Bonjour à tous. Bonjour aux spectateurs, aux visiteurs de ce festival, qui est un peu une première pour nous parce que c'est un festival en ligne, évidemment, pour cause de sécurité sanitaire. On est très heureux de pouvoir rassembler à nouveau des écrivains, des photojournalistes, des auteurs de documentaires, des explorateurs, différents scientifiques dans ce festival en ligne qu'on peut revoir d'ailleurs avec les films jusqu'au 10 décembre. Donc voilà, nous sommes avec Delazad Degati, qui est le fils de Reza, donc le grand photographe, qui est sur le terrain et avec lequel malheureusement on n'a pas pu avoir de connexion. Je rappelle quand même qu'il y a en podcast aussi le débat de mercredi qui a eu lieu donc à la faculté, donc à l'université de Toulouse. Nous étions tous les deux avec Christina, la professeure, et c'est pas mercredi, pardon, c'est jeudi même en fait. Et on peut revoir donc la conférence sur le site Terre d'ailleurs, Terre au pluriel, Terre d'ailleurs.kino, qui est la chaîne de télévision, la plateforme qui nous permet de nous relayer. Donc là, nous sommes avec Delazad. Delazad va commenter les photos. Alors, on peut peut-être commencer par une photo. Delazad connaît bien l'œuvre, évidemment, de Reza. Il a voyagé avec lui dans différents pays. On s'est croisés aussi. Alors, Delazad a été sur la muraille de Chine, en Afghanistan. Il a fait la route de la soie avec son père et d'autres pays, sauf l'Iran, où son père est interdit de séjour, évidemment. Voilà, alors pour présenter brièvement Reza, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui n'ont pas vu la conférence d'avant-hier, Reza, qu'on voit très jeune sur cette photo, donc est iranien de naissance. Il est né en Iran, il est architecte de formation, il est devenu photographe, et ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il a commencé à couvrir des manifestations pendant la révolution islamique et qu'il a été emprisonné. On en parlait avant-hier avec lui. D'ailleurs, il s'est livré, comme il le fait rarement, sur le fait qu'il a été torturé donc, par la nouvelle police politique du régime de Roménie, donc après la révolution islamique de la fin des années 70. Et maintenant, après avoir été photographe de guerre, je sais qu'on parle souvent entre nous aussi de reporter de guerre, reporter de paix, photographe de guerre, photographe de paix. Reza, de plus en plus, se tourne vers une photographie humaine, de paysages humains, un petit peu comme Sébastien Salgado, qui est un autre des grands photojournalistes contemporains. Il se trouve que j'ai derrière moi, un peu par hasard, vous voyez la photo en noir et blanc, c'est la couverture d'un livre d'un Britannique, Alex Kershaw, sur Robert Capa. Tout le monde connaît Bob, Robert Capa, qui a sauté sur une mine et qui était là au débarquement, qui a couvert la guerre d'Espagne, qui a couvert différents conflits de par le monde. Et bien sûr, c'est un des modèles. Et je trouve que la photo est très, très bien renouvelée par des photojournalistes comme Reza et tous ses collègues. Donc, Delazad va nous commenter les photos. Je signale, avant de te donner la parole, que vous pouvez poser des questions, et vous devez même. Évidemment, je suis sûr que vous êtes très intéressé par ce métier ou ces métiers, par tout ce que fait Reza. Delazad en parlera aussi, mais il y a aussi une œuvre de vocation, une œuvre pédagogique avec des ateliers. Ça va de Cannes à l'Algérie, à Santa Fe, au fin fond des États-Unis, et même Toulouse, puisque Reza a conduit au Mirail donc, des ateliers avec des jeunes des différents quartiers, entre autres défavorisés, sur la photo. Et moi-même, j'ai vu en Irak des ateliers de photo avec Reza pour les réfugiés syriens et irakiens. Et c'est extraordinaire je dirais, de résilience, en fait, pour ces jeunes réfugiés, et souvent ces enfants. Delazad, je te donne la parole et allez-y, posez vos questions, je les transmets à Delazad aussitôt que possible. La parole est à toi, Delazad. Merci beaucoup, Olivier, pour cette introduction. Encore mes excuses de la part de Reza qui essaye de se connecter à chaque instant pour
pouvoir se joindre à nous, mais dans une région où la connexion Internet va et vient, et là, elle ne vient pas. Donc voilà, je vais essayer de faire ce que je peux pour présenter ces photos que je connais bien et son parcours avec lequel j'ai grandi. Donc Olivier parlait de son lien avec l'Iran et son interdiction de s'y rendre. Cette photo a été prise à la frontière entre la Turquie et l'Iran. Et il venait de retrouver son chauffeur, et Olivier connaît bien les chauffeurs que les reporters d'écrits ou d'images ont dans ces zones-là. Et Reza lui avait indiqué que s'il y avait une photo qu'il devait prendre, il allait lui faire un signe. Et, il avait juste dit, j'aimerais voir la frontière de l'Iran. Et en passant, il voit ces gamins se promener avec cette télévision vide, et il dit stop au chauffeur qui continue sa route parce que la frontière était plus loin, donc il ne comprenait pas pourquoi il fallait s'arrêter, jusqu'à ce qu'il lui mette presque une tape dans le dos pour qu'il s'arrête. Et il s'arrête net pour prendre cette photo où c'est presque une mise en abîme de l'image et de la photographie, la télé à travers le média télévisuel et ses enfants qui en fait trimballent une télé vide. Et le chauffeur était un peu choqué et a dit la prochaine fois que vous me dites stop, je m'arrêterai vraiment parce que je n'ai pas envie de me prendre des tapes sur le dos à chaque fois. Et donc c'est devenu une photographie emblématique, ce qui montre qu'en fait parfois le photographe a un regard instinctif qui échappe aux autres. Qu'il est nécessaire d'être là à ce moment donné, de poser son regard pour avoir cette image-là, ce cadrage-là, ce contenu-là. Photo suivante. Donc, là, c'était quand Reza se rendait avec le journaliste d'écrit américain Sébastien Junger en Afghanistan pour retrouver le commandant Massoud. Le commandant Massoud qui est quelqu'un avec qui Reza a passé beaucoup de temps entre les années 80 et l'assassinat de ce dernier en 2001. Et là, il se rendait avec cette embarcation un peu de fortune sur des pots de vaches tendues de l'autre côté de la rivière où ils allaient retrouver le commandant Massoud et ses hommes. Ouais, c'est une photo qui me touche beaucoup parce que je connais Sébastien Junger et ça, cette traversée sur l'Amou-Daria, qui est le fleuve frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan. L'Afghanistan est du côté de l'appareil photo, le Tadjikistan de l'autre côté, donc c'est l'ex-URSS. Ça montre toute la fragilité à l'époque de la résistance afghane contre les soviétiques et après contre les talibans, contre les islamistes, avec cette poche du Panjshir, la fameuse vallée qui fait quand même 100 km de long, tenue par le commandant Massoud. Et là, on voit bien, hein, comme tu le disais, il y a aussi quelquefois des câbles aussi pour faire passer des marchandises. Mais voilà, c'est toute la fragilité de cette résistance afghane qu'on allait rejoindre avec Reza et Sébastien sur le terrain. Là, c'est probablement une des photos les plus emblématiques de Reza. Elle est souvent confondue avec une autre photo assez connue de la région qui est prise par Steve McCurry, d'une jeune fille à voilée de 3/4. C'est une petite fille de 5 ans dans le village de Tora Bora qui venait de se faire bombarder. Et elle a ce regard un peu qui raconte et qui questionne beaucoup de choses. Souvent, les personnes qui voient des conférences de Reza lui demandent est-ce que c'est du mascara, est-ce que c'est du maquillage ou quoi. En fait, c'est du charbon qui est utilisé souvent dans ces régions en période de guerre pour éviter que les éclats d'obus et les chimies qui peuvent partir de certains explosifs atteignent les yeux et aveuglent les enfants ou les adultes. Et donc, cette jeune fille avec ce regard assez interrogateur de pourquoi cette guerre, pourquoi ces bombardements, pourquoi est-ce que moi, à mon âge, j'ai été confronté à ça. Et c'est un regard qui peut avoir 5 ans comme il peut en avoir 100 et assez dessiné par ce charbon qui a été mis là pour la protéger. Alors, ça, c'est un moment après des heures de marche complètement affamé, presque au bout de ses forces. Reza voulait tout sauf prendre des photos parce qu'il y a des moments où la vie et le corps nous envoient des messages qui sont que c'est terminé, là, on ne peut plus supporter ce qui vient d'être enduré.
Et ces gamins dans ce village qui voyaient rarement quelqu'un avec un appareil photo courent vers lui en lui faisant ce geste qui représente la prise d'image des appareils photo. Et malgré la fatigue, il s'est dit, je ne peux pas leur interdire cette image qu'ils veulent me partager avec moi. Et donc, il a pris cette photo et qui, au final, aujourd'hui, est assez appréciée. Donc, parfois, les photographes, les écrivains vont au-delà de leur force physique pour observer, raconter, témoigner de quelque chose qui est important que le monde voit. C'est une des photos les plus connues aussi de Reza. Moi, ce que j'admire dans le travail des grands photographes, c'est aussi avant ou hors champ, avant la photo ou hors champ, et ça va ensemble. Le travail, enfin, c'est pas un travail, c'est la relation humaine qui se passe avec, en l'occurrence, des enfants, des adultes, etc. Et je trouve qu'il y a toujours une relation profondément humaine, c'est-à-dire que je ne suis pas simplement là pour prendre une photo, je suis là pour vous entendre, vous voir, écouter vos doléances, vos souffrances éventuellement. Et j'ai vu ça avec plusieurs très grands photographes de par le monde que connaît d'ailleurs Reza, et Reza bien sûr. Et ça m'a toujours fasciné parce que c'est une relation qui n'est pas évidente à instaurer, surtout en zone de guerre. Et puis évidemment, elle est éphémère, même si on va revoir ces gens, etc. On ne sait pas ce qu'on va devenir soi-même, ou évidemment les gens qu'on photographie le lendemain. Et voilà, je trouve que c'est très emblématique du travail humain, on va dire, de ce photographe de paix, encore une fois. Oui, il dit souvent qu'en fait, il ne prend pas la photo de quelqu'un, c'est quelqu'un qui lui donne, parce qu'avant de pouvoir prendre un cliché, il y a une relation qui se crée, que ce soit une relation longue en amont ou juste par un regard, par un geste, etc. Et c'est comme ça qu'il construit ce lien unique qu'il peut avoir avec les gens qu'il prend en photo. Alors là, c'est un peu le penchant quelques années avant de la fille de Tora Bora. C'est pareil, c'est cette image de une enfant qui pourrait, qui par ce qu'elle a vécu, ce elle a vu, les souffrances qu'elle a endurées ou que sa famille a endurées, pourrait avoir dans son regard 5 ans ou 100 ans. C'est vraiment comment est-ce que la guerre et la souffrance peut assécher un peuple. Alors, en fait, c'est tout ce groupus d'images, c'est en Afghanistan. C'est cette représentation de ce que j'essaye d'expliquer, qui est que c'est un peuple qui a connu la guerre qui est en guerre depuis la fin des années 70 et qui est toujours en conflit perpétuel. Et on sent que ce soit à la place de la République avec les réfugiés ou dans les photographies de Reza ou les textes d'Olivier, toutes ces interrogations, ces questionnements éternels sur quand est-ce que le souffle va reprendre, en fait, quand est-ce que tout ça va s'arrêter. Voilà. Alors, c'est une assez belle image, c'est aussi une photo emblématique de Reza. C'est un vieil homme qui partait de son village afghan pour franchir la frontière et s'exiler d'une certaine manière au Pakistan. Et il fallait pour cela franchir une montagne et arriver à l'endroit où il demande à ses petits-enfants de poser son banc. Et les enfants disent, mais non, la ville est un peu plus bas, c'est pas possible. Il dit, non, je suis vieux, je ne veux pas mourir sans pouvoir voir mon Afghanistan. Et donc, il venait régulièrement lire de la poésie persane, etc., sur ce point-là pour pouvoir s'inspirer de son Afghanistan qui était si proche et si loin. Sur un lit qu'on appelle un charpoy là-bas. J'ai une petite anecdote à raconter qui concerne Reza, enfin elle vient de Reza. Est-ce qu'on pourrait, je vais demander à Nicolas qui nous aide aujourd'hui, qui assure toute la technique, hein, comme Jade et Élise pour les autres jours, si on peut mettre les photos un peu plus grands, parce que c'est un peu dommage de ne pas avoir une vignette plus importante. C'est possible, Nicolas, ou pas? Et puis, donc il me répond que non. D'accord, ok, je comprends, c'est le système de Zoom. Alors, il se trouve on en parlait avant-hier, mais pour autre chose avec Reza, un peu par hasard, enfin,
lui et non, on s'est retrouvés en Afghanistan alors qu'on a longtemps voyagé séparément pour aller voir des combattants, couvrir la guerre ou aller voir Massoud, moi pour mes livres et mes reportages. Et un jour, on s'est retrouvés au pied des fameux Bouddhas de Bamiyan. Vous voyez, ces grands Bouddhas, 53 mètres et 35 mètres, qui ont été détruits par les talibans. Moi, j'appelle ça un assassinat. On a assassiné des Bouddhas géants. Et on s'est retrouvés devant les sarcophages béants, ces trous vides dans la vallée de Bamiyan, à 2500 mètres d'altitude. Et Reza, je le rappelle, je reviens un petit peu à l'œuvre pédagogique que tu connais aussi d'elle, d'Elazad, c'est que Reza a beaucoup formé de photographes et de caméramans dans le monde, et des photographes femmes et des caméras women en Afghanistan. Et on avait projeté, alors comme il n'y a pas de télévision à Bamiyan, on avait projeté ce qu'avaient fait donc les caméras women formées par l'association Aina, qui veut dire le regard, n'est-ce pas, d'Elazad, toi qui parles persan. Le miroir. Persan, donc. Et on n'avait pas de télévision, évidemment, et il fallait qu'on ait un écran géant. Donc, ce qu'on a mis, on a mis des grandes bâches en drap, des grands draps immenses, à côté des Bouddhas massacrés, sur la falaise carrément, de grès. Et on a projeté les films faits par ces jeunes femmes. Et il y avait, c'est pour ça que ça me rappelle l'un des films, un petit film qui était génial, un documentaire tourné par une jeune réalisatrice afghane. Et il y avait un boba, donc en fait un grand-père comme ça, qui était sur un tapis volant, ça ressemble au Charpoy, là, qui survolait l'Afghanistan. Évidemment, c'était un effet spécial, mais c'était bien monté avec sa petite fille. Et le grand-père disait à la petite fille, regarde les merveilles du pays. On voyait un petit peu par montage aussi les Bouddhas de Bamiyan. Regarde ma fille, il ne faudra jamais détruire ces trésors de l'humanité. Et c'était très beau parce qu'évidemment les Bouddhas étaient déjà détruits, mais c'était le message que donnait grâce à Reza, donc cette jeune réalisatrice afghane, au monde et à l'Afghanistan. Donc voilà, c'est un petit peu la suite de cette photo. Alors là, c'est ce moment donné où la vie rend un peu l'appareil à ceux qui donnent, entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. C'était une époque où Reza avait été nommé par les Nations Unies pour mener une mission de pacification dans une zone de l'Afghanistan où il devait s'assurer de distribution de riz, de construction de routes ou de chemins, etc. Et des distributions en plein hiver de couettes, de vêtements chauffants, etc. pour les villageois. Et c'était une époque où en fait il était complètement perdu dans cette période, cette zone montagneuse. Il s'attendait à terminer gelé sans pouvoir appeler au secours, et il voit au loin cette ombre presque comme un mirage qui arrivait. Et il disait que bon, c'est un peu une hallucination de fin de vie qu'il se montre à lui. Et, au final, quand les gens sont approchés, ils étaient réels. Et il leur dit, vous venez de me sauver la vie. Et la réponse de ces gens, c'était de dire, non, c'est vous qui nous avez sauvé la vie, puisque si on tient à chaud, c'est grâce à votre couverture et à votre manteau que vous nous aviez donné. Et donc maintenant, c'est notre rôle de rendre l'appareil. Et donc Reza, d'une certaine manière, a été sauvé par son don de couverture de quelques jours auparavant. Et voilà. Pour revenir sur le film qui a été fait par les femmes, il a été, en plus de ça, je ne sais pas si on voit une image après, mais il a été nommé aux Emmy Awards, qui est l'équivalent des Césars de la télé aux États-Unis, et il a été nommé parmi les films étrangers, documentaires étrangers. Voilà. Donc, ça montre aussi comment est-ce que quand la parole se libère et que les outils sont donnés, des outils de l'image, des outils d'écrit, à un peuple qui peut avoir besoin de s'exprimer, ça peut, aux yeux du monde, avoir une vraie répercussion. Photo suivante. La fameuse Massoud. Là, c'est aussi une des photos emblématiques de Reza. C'est un peu, certains font le parallèle entre le portrait du Che et le portrait de Massoud. C'est un peu l'image symbolique de Massoud qui était devenu assez proche de Reza. Il y avait un lien d'amitié, presque de fraternité qui s'était créé. Et ils étaient dans une grotte. C'était loin d'être l'époque où les Russes avaient perdu. La guerre était même quasiment assurée d'être perdue par les hommes de Massoud. Et donc,
Reza questionne Massoud sur l'avenir, sur l'après, et Massoud lui dit quand on aura gagné la guerre, et Reza il croit quasiment pas, mais il se dit bon c'est les rêves d'un homme qui a beaucoup d'espoir, et donc il lui dit et alors comment tu vois l'Afghanistan quand vous aurez gagné cette guerre, et il s'est arrêté pour réfléchir à la réponse, et c'est à ce moment donné que Reza a pris ce tirage. Mais je pense que toi, tu as des choses aussi à dire sur Massoud, qui est un personnage que tu as Oui, oui, côtoyé. pendant 10 ans, je suis allé sur le terrain avec ces hommes et lui. Reza le connaît beaucoup mieux que moi parce que moi, je ne parle pas aussi bien. Je parle 3 mots de persan, je ne parle pas le persan. Et Massoud nous a impressionnés tous les deux. Et Reza, avant-hier, parlait du fait qu'ils jouent aux échecs tous les deux. Et Reza est un vrai joueur d'échecs, d'une part. Deuxièmement, un personnage vraiment charismatique et en même temps simple. Et moi, je l'ai trouvé charismatique parce que simple. S'il avait été prétentieux, je ne l'aurais pas qualifié de ce mot-là. Et avec ces hommes, donc, ils jouent au football, ils récitaient de la poésie persane. Je sais qu'ils en ont parlé avec Reza, de Hafez, Rumi, Omar Khayyam, enfin les grands poètes persans. Et aux échecs aussi. Donc, c'était un vrai stratège. Bon, moi, je me suis trouvé là quand il est mort. Et cette photo de Massoud, tu le sais sans doute d'elle, tu as dû le voir. Elle sert aussi de motif sur des tapis mécaniques, des tapis industriels en Afghanistan. Et j'ai vu, moi, les pires ennemis de Massoud se prosterner sur son tapis, une fois qu'il était mort, évidemment. Quoi. Et donc, voilà, c'est un petit peu la récupération de l'image iconique à la mort de Massoud. Mais je pense que Reza, pour revenir à lui, a énormément contribué à populariser, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, à plus que rendre célèbre Massoud, à faire porter sa parole dans le monde occidental. Il y a eu des livres, il y a eu des films, moi j'ai écrit un livre, mais je pense que Reza est bien au-dessus de nous. Et voilà, c'est au-delà de la photo, c'est le compagnonnage de route et ce que Reza a pu raconter aussi de l'œuvre de Massoud qui manque à cette partie du monde. Ouais. Mais si on se promène dans les rues de Kaboul, on voit beaucoup de reproductions d'images de Reza, des reproductions clandestines, souvent non autorisées, en très grand, parce que voilà, il y a eu ce besoin de représenter Massoud un peu partout. Et c'est vrai qu'il a été presque sanctifié en Afghanistan, parce qu'aujourd'hui, c'est une des personnalités pour la pacification de cette région qui pourrait manquer, qui nous manque aujourd'hui. Quand il est mort, moi j'étais là par hasard, il n'était pas dans le Panchir, Massoud était dans un village à côté de la rivière, du torrent que tu as montré tout à l'heure d'elle, sur la Moudaria, à Rojabaoudin, qui est un petit village. Moi j'étais de l'autre côté. Et il a été assassiné là un dimanche 9 septembre, 2 jours avant les attentats, et c'était la 42e ou 43e tentative d'assassinat. Il n'aurait pas dû être assassiné ce jour-là parce qu'il s'est trouvé au mauvais endroit, il a fait rentrer les 2 faux journalistes, etc. Et comme il y avait eu évidemment les attentats le surlendemain, la CIA est arrivée assez vite, les troupes américaines un peu moins vite, mais il aurait été protégé. Il changeait de lit 5 fois par semaine. Et j'ai vu une des tentatives d'assassinat quelques années plus tôt, c'était avec 2 Algériens qui, dans une Toyota Pajero grise, avec des portes bourrées d'explosifs. Et à l'époque, c'était assez rare d'avoir une télécommande, il n'y avait pas les téléphones portables, etc., surtout à cette altitude. Et Massoud en avait réchappé. Et là, c'est une circonstance incroyable. La probabilité qu'il ait été tué ce jour-là était infime. Encore une fois, le mardi, il y a eu les attentats de New York. La CIA a débarqué. Moi, je les ai vus arriver en hélicoptère avec CNN, même d'ailleurs. Le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, le jour de l'enterrement. On l'a enterré samedi dans la vallée que tu connais, hein, à côté d'Astana, son village, le mausolée que Reza a beaucoup photographié. Et donc, voilà, c'est une coordination incroyable entre la mort de Massoud et les attentats de New York. Alors, justement, Oui, pardon, excuse-moi, Delazad. Nicolas, à la technique, me dit qu'il peut mettre en grand écran, on ne nous verra plus. Moi, je préfère qu'on voit les photos. Tu es d'accord, Oui, Delazad? c'est On mieux. prendra la main tout à l'heure, dans une demi-heure. Voilà. C'est mieux. Voilà, d'accord. Et puis, on peut interagir. D'accord. Faisons ça, Nicolas. Merci à tous. Et allez-y, posez des questions, le public. Delazad est là pour y répondre. Là, justement, c'est ce dont tu parlais, Olivier, la tradition du jeu d'échecs entre Reza et Massoud. Il y a une anecdote assez amusante qui est qu'on a... En fait, Reza était venu la première fois où il a rencontré Massoud avec un
un petit jeu d'échecs portatif. Et il a ouvert ça devant Massoud, et le regard de l'un des hommes de Massoud s'est rempli de bonheur. Et il avait un sourire de banane, et il s'est posé la question, mais pourquoi est-ce que... Il a posé à Massoud la question, pourquoi est-ce qu'il est, si heureux que je te ramène un jeu d'échecs? Et Massoud lui a demandé de sortir du sac, et en fait, l'homme était chargé de transporter l'énorme jeu d'échecs en bois que Massoud se trimballait partout à travers la vallée dans le sac de son porteur. Et donc, il était ravi parce que ça voulait dire que son dos n'allait pas subir ce grand jeu d'échecs et allait plutôt transporter ce petit jeu d'échecs. Donc, ils ont joué. Et Reza raconte, on n'aura plus malheureusement la version de Massoud, c'était sa première rencontre, premier jeu d'échecs, qu'il était en passe de gagner, et qu'il s'était dit qu'il ne fallait peut-être pas froisser un chef de guerre en gagnant, et donc il a fait en sorte que le match termine en match nul. Donc, il était bon stratège militaire et néanmoins bon diplomate. Ouais. Donc voilà. Photo suivante, voilà. Alors là, on change de continent et on change d'époque. C'est au Burundi, c'est après le génocide des Tutsis et les Hutus, où des hommes tentent de construire des petites maisons de fabrique pour laisser vivre les familles qui avaient été déplacées. Donc là, c'est vraiment comme une entreprise de reconstruction par ces hommes en essayant d'outrepasser les violences et les souffrances subies pour essayer d'aller de l'avant en reconstruisant. Alors là, c'est toujours au Rwanda. C'était dans un village où, en fait, les femmes qui avaient été violées par l'ennemi et qui avaient décidé qui accouchaient de l'enfant, parce que on n'avortait pas, elles étaient chassées du village pour porter l'enfant de l'ennemi. Et cet homme, en fait, était là devant l'entrée de sa maison constamment, parce que sa petite fille, justement, avait été violée par un ennemi, avait donné naissance à un enfant, et les gens voulaient la chasser. Et comme lui, il avait une sorte d'aura de sage, il disait si vous voulez exclure ma petite fille, il faudra m'exclure avec et passer sur mon corps. Donc, en forme de protection de sa petite fille, il restait devant la porte de sa maison. Et c'était un peu tout ce regard de peine, de désespoir, de souffrance, de tout ce qu'il avait vécu que Reza a essayé de capter à travers cette image. Oui, alors je rajoute, on en parlait avant-hier avec Reza, comme Sebastião Salgado, le grand photographe brésilien, évidemment, Reza est extrêmement marqué par ce conflit, le Rwanda, le génocide et par les autres. Et l'impact sur les photographes et reporters de guerre est toujours important. Évidemment, on ne reste pas indifférent. Et je sais que ça a beaucoup travaillé Reza, on en a parlé, aussi le drame afghan, entre autres, puisqu'il a couvert différentes guerres. Voilà, je ferme la parenthèse. Photo suivante. Alors là, c'est toujours dans ce post-génocide rwandais. C'est une photo qui a été prise dans un camp de réfugiés, qui est justement le résultat de ce qui avait été, dont on a vu la construction dans la photo d'avant. C'est le regard d'un enfant réfugié dont la tente un peu déchirée fait la muraille entre Reza et lui. Alors là, c'est un projet qui a été assez important et porté par Reza avec les Nations Unies, en particulier l'UNICEF. C'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'enfants seuls et de familles qui étaient à la recherche de leurs enfants. Et donc, ils ont
ils ont mené un projet de prise d'images, de portraits de tous les enfants dans les camps. Donc, il y a eu plusieurs centaines de milliers d'enfants qui ont été pris en photo. Et les photos, je pense qu'il va y avoir une photo plus tard qui le montre, ont été exposées. Les portraits ont été exposés dans les tentes à travers les différents camps de réfugiés pour que les familles qui recherchaient des enfants puissent venir regarder s'il y avait un des leurs qui était exposé. Voilà, c'est ça exactement, cette image-là. Et en fait, l'un des drames, c'est que pour certaines de ces familles, la photographie, ce n'était pas quelque chose qu'ils connaissaient. Et donc, parfois, on entendait des hurlements de peine, de désespoir dans ces tentes. Et les personnes de l'UNICEF accouraient pour savoir ce qui se passait. Et la personne disait, j'ai trouvé mon enfant, mais c'est horrible, il n'y a que sa tête. Parce qu'en fait, il y avait cette idée, comme la photographie n'était pas comprise, que s'il n'y avait que la tête, c'était que la seule chose qui restait de l'enfant, c'était la tête. Mais bon, malgré ça, après les choses ayant été expliquées, il y a eu plus de 13 000 enfants, si je ne me trompe pas sur le chiffre, qui ont été retrouvés et rendus à leur famille grâce à ce projet qui a été porté par Reza et les Nations Unies. J'en profite pour poser une question, enfin transmettre pardon, la question de Chris, et bien sûr, tu pourras y répondre d'elle. Chris nous pose la question, d'abord il fait un compliment, l'œil du photographe au service de l'humanité. Est-ce qu'il est facile de photographier sans intervenir? Donc est-ce qu'on peut être simplement témoin, sans être témoin engagé, sans être acteur? En fait, je pense que c'est souvent la question de est-ce que l'on prend, ça fait écho avec est-ce que je dois toujours prendre la photo que j'ai envie de prendre. Il y a souvent un moment donné où on se pose la question soi-même, est-ce que c'est le rôle de poser la photographie ou mon regard sur cette scène-là, ou est-ce que je dois me mettre en retrait? Il est déjà arrivé à Reza de décider de se mettre en retrait et de recevoir la souffrance ou le regard ou même la joie de l'autre d'humain à humain et non pas par le prisme de l'appareil. Mais c'est une question qui est très intéressante sur le rôle même que ce que c'est qu'être photographe, parce qu'en fait, c'est toute l'anonymisation du photographe qui se retrouve disons, témoin de quelque chose sans qu'on le voie. Il transmet en image une vérité qui est celle qui voit, tout en essayant d'être le plus juste et le plus respectueux avec la personne qui le montre. Et après, par rapport à la question sur l'action, être acteur et pas seulement témoin, c'est souvent quelque chose c'est deux choses qui vont de pair avec Reza, qui, pour lui, il est assez difficile de ne pas aller plus loin que juste être le témoin. Il essaye toujours, et ça s'est vu dans ce projet au Rwanda, à trouver, ou ce dont tu parlais, Aïna, en Afghanistan, ou l'enseignement à la photographie pour les réfugiés dans les camps ou pour les jeunes dans les banlieues, essayer tout de suite toujours de trouver, tout en conservant le prisme de l'image, des moyens d'être un acteur pour rendre les autres témoins d'une vie différente, d'une souffrance subie, d'une société qui a besoin de s'exprimer, etc. Donc l'action et le témoignage vont de pair. Ouais, je dirais aussi, pardon, pour reprendre cette action de pédagogie, que ce soit à Santa Fe, à Toulouse, à Cannes, enfin à Cannes, c'est dans les quartiers excentrés de Cannes, plutôt défavorisés, en Algérie, au Sri Lanka, en Afghanistan et au Kurdistan, nous étions ensemble, Kurdistan d'Irak, et il y a la transmission du savoir-faire de photographe, de Reza à des jeunes qui peuvent s'exprimer ainsi, mais j'ai trouvé que dans son projet, et dans votre projet avec Webistan, l'agence qui est derrière, qui est un petit peu une œuvre de reconstruction, c'est-à-dire cela aide
cela aide des jeunes à se construire, à retrouver foi, à exprimer ce qu'est l'instant T. Mais quand on photographie l'instant T, ben, c'est comme Capa, hein, des grands photographes du XXe siècle. C'est pas que l'instant T, c'est une extrapolation du passé, c'est une anticipation du futur. Tu me coupes de Lazade, peut-être que tu as prévu cette photo, mais tu parleras peut-être de la... Moi, c'est une photo qui m'a fait pratiquement pleurer. Je peux raconter l'histoire ou pas, la petite fille Oui, au Kurdistan d'Irak, sauf si tu l'as prévu, non, là. non, Il n'y est pas, d'accord. En fait, il y avait un cours, et tu me corriges si je me trompe, un atelier de Reza au Kurdistan d'Irak, dans un des camps de réfugiés que je connais d'ailleurs. Et au cours du matin, il y a une petite fille qui était un petit peu en retard, sous la tente d'accueil de Reza, qui avait des boîtiers, qui prêtait ses appareils photo, etc. Et il a demandé à la petite fille, qui avait 11 ans, je crois, pourquoi elle était en retard. Et elle a dit, ben, c'était un peu gelé dans ma tente, il fait quand même très froid dans le nord de l'Irak, on est presque dans les montagnes, et voici ce que j'ai pris. Et elle a pris sur des galets 2 chaussures, 2 baskets, enfin une paire de baskets qui étaient pratiquement gelées. On voit bien dans la couleur que c'est bleui, etc. Et Reza, bien sûr, lui a pardonné. Il était en retard, c'est pas grave. Mais la photo a fait le tour du monde. Et c'est une photo extraordinaire parce qu'elle était toute jeune et on sent bien qu'elle exprimait une souffrance, le froid, le déracinement, l'exil, le fait d'être réfugié. Et voilà, ça c'est grâce à Reza. Et peut-être que Reza l'a ainsi, prévu pour la fin. Je me rappelle plus si elle y est, mais peut-être qu'elle est à la fin, donc tu pourras, enfin, on fera écho. D'accord. On n'arrivera pas à la fin du diaporama, mais Ah, c'est pas d'accord. grave parce que Ah, bah voilà, elle est là. on Elle est puisse là, les du coup. raconter. Ah, ben elle est là, bah Elle voilà. est là, Écoute, justement. super, bah, voilà. Maya Rostam, tout à fait. Voilà, Bah, c'est magnifique. c'était une de ses élèves, et surtout qu'en fait, ce qui est assez touchant avec cette jeune, c'est qu'il y a. En fait, elle n'était pas prévue au départ dans le groupe des élèves, elle ne s'était pas inscrite, et elle est venue en retard, elle a demandé un appareil photo. Reza lui a dit, comme il voyait qu'elle était motivée, il lui a dit très bien, je te le prête, enfin, je te le donne, tu rejoins la classe, mais il faut que tu sois là à 9h30, et demain, c'est très important. Et Reza, il est très humain, mais il est très exigeant avec ses élèves. Et le gars, son assistant lui dit, mais tu es fou, en plus, elle n'a même pas pris son nom, on ne sait pas qui c'est, elle va te le voler, ton appareil, tu ne le verras jamais. Et le lendemain, 9h30, 9h40, 9h45, 9h50, 10h passent, et toujours pas de petite fille. Et finalement, la tante s'ouvre, et elle dit je suis désolée d'être en retard, j'ai pris en photo les raisons de mon retard. Et elle montre sur son appareil justement cette photo de ces chaussures qui a été gelées. Et Reza raconte souvent qu'il s'est mis à pleurer parce qu'il a dit, en fait, dans cette image, il y a tout. C'est en même temps très simple, mais en même temps, ça démontre les chaussures gelées, la boue, le besoin d'attendre que les chaussures soient La dégelées. précarité des réfugiés, ouais, tout à fait. Exactement, la précarité des réfugiés, Ouais. qu'il n'y ait pas Ouais, ouais. Très belle d'option photo 2. qui a fait le tour du monde. Voilà, exactement. Et maintenant, elle Ouais. habite en Allemagne. Très bien. Merci Nicolas d'avoir retrouvé la photo si vite. Merci. Merci. Alors, là, c'était sur un reportage qu'il était allé faire avec Frédéric Mitterrand sur la famine en Éthiopie. Et avant de partir, il s'était dit c'est important de trouver un moyen d'avoir une once de compréhension de ce que c'est qu'avoir faim, même si ce sera jamais au degré de celles et ceux qu'il allait voir et dont il allait prendre les photos. Donc pendant 72 heures avant le voyage, il a décidé de ne pas manger, d'essayer de ressentir charnellement ce que c'était que la faim avant de prendre l'avion. Et donc il est parti avec cette faim. Et il a vu un peu les désastres de la famine et de ce que diriger des milliards de dollars sur des guerres plutôt que sur résoudre la faim dans le monde pouvait entraîner. Et pour lui, cette image a presque... il fait souvent la comparaison avec le penseur de Rodin. Et il dit on a presque l'impression que peu importe le sexe de cet enfant, que ce soit un garçon ou une fille, mais que cette personne questionne le monde entier sur pourquoi est-ce que j'en suis à cet état de maigreur
de faim, alors qu'il y a des gens dans le monde entier qui jettent de la nourriture et des milliards qui sont dépensés à autre chose que à couvrir, à résoudre la souffrance humaine. Alors là, c'est la particularité de Reza, c'est il est assez surpris et assez critique envers la guerre utilisée comme un jeu, que ce soit dans les terrains de guerre avec des gamins qui jouent avec des pistolets en plastique, que ce soit en Chine avec des enfants qui jouent aux autotamponneuses sur la glace avec des chars qui jettent des boules de neige, ou que ce soit à travers les jeux vidéo comme Call of Duty ou des choses comme ça. Il a toujours pour avoir vécu et vu les désastres de la guerre, il a toujours une aversion un peu envers les enfants à qui on laisse jouer à la guerre, mais pour des terrains comme celui-là, c'est presque la vérité de leur quotidien. Donc, ils se sont aussi obligés de témoigner que c'était un moyen pour ces enfants de jouer les adultes. Alors là, c'est Sarajevo. Tu connais, Olivier, tu veux peut-être en... Non, vas-y. Non. En fait, c'était un hôtel où devaient être logés les journalistes et que les Russes avaient... non, les Serbes, pardon. Les Serbes avaient complètement bombardé et Reza était là-bas, il sortait le mieux qu'il pouvait, mais il savait que sa vie était en danger constamment parce qu'il y avait des snipers serbes qui étaient en haut de chacune des collines, et donc c'était assez dangereux d'être journaliste ou photoreporter à Sarajevo à cette époque, mais c'était nécessaire parce que c'était le retour de la guerre un peu au cœur de l'Europe, et c'était important d'être un témoin écrit et visuel dans cette région d'Europe. C'est la photographie la plus emblématique du siège de Sarajevo par Reza. C'est une petite fille qui, à quelques jours de Noël, vendait ses poupées et ses jouets. Et donc Reza la prend en photo et puis il s'arrête et il se pose la question, il lui pose la question, mais c'est bientôt Noël, pourquoi est-ce que vous vendez vos jouets à votre âge alors que c'est probablement la chose qui vous rend le plus heureux? Et sa réponse était parce que ma grand-mère n'a pas mangé de viande depuis 3 jours et j'aimerais pouvoir lui acheter un peu de quoi avoir plus de force. Et donc c'est toute la vérité de cette enfance un peu volée par la guerre qui se représente, que ce soit dans son regard ou dans son geste de vendre ses poupées pour acheter de la nourriture à sa grand-mère. Et comme tu le disais, c'est au cœur de la ville et en même temps à 2 heures d'avion de Paris, de Berlin, des grandes capitales européennes, et l'Europe n'a pas été capable d'arrêter le conflit. Ce sont les Américains, avec les accords de Dayton, qui ont forcé Milosevic, le dictateur serbe, d'arrêter les bombardements. Ouais. Bien sûr. Alors là, c'est la tragédie du pétrole. C'est un puits de pétrole en Azerbaïdjan. Et c'est l'image du rouge un peu orange-rouge presque sanguin que représente ce puits de pétrole. C'est un peu, on a presque l'impression que par ce tuyau, le rouge est déversé. On a presque l'impression que c'est l'allégorie ou la métaphore du pétrole qui tue par les conflits liés aux ressources minières et extraction pétrolière. Et donc, c'est déversement de sang qui n'est pas du sang, mais c'est l'image du pétrole comme arme qui tue et arme de destruction des puissants. Et une représentation de la pauvreté et des différences socio-économiques à travers le monde. Là, ce sont des enfants au Cambodge qui se retrouvent dans des déchetteries pour trier tout ce qu'ils peuvent trouver dans les déchets
souvent des familles plus aisées, pour pouvoir revendre le moindre petit objet et se faire un peu d'argent pour survivre. C'est des images qu'on peut retrouver en Inde, en Indonésie, dans des pays d'Afrique. Aux Philippines, au Voilà, aux Nigeria. Philippines, bien Et sûr. cette déchetterie, elle est incroyable parce que il y a donc des centaines de Cambodgiens qui vivent avec leurs enfants. Et ne serait-ce que l'odeur est insupportable pour les enfants. Ça crée même des maladies respiratoires, ou en plus les rats, les maladies, etc. Et puis je signale, parce que Reza les connaît, il y a une petite, oui, c'est une petite association qui s'appelle PSE. Je dis petite mais grande par le cœur et l'action, pour un sourire d'enfant qui tire les enfants de cette déchetterie, donc à l'extérieur de Phnom Penh, la capitale du Cambodge, pour les scolariser. C'est extraordinaire parce que voilà, ça fait partie aussi du témoignage, hein, et de l'action humanitaire, comme peut le faire Reza aussi. Voilà, et l'association donc s'appelle PSE, pour un sourire d'enfant. Et ils sont toujours à l'exercice d'ailleurs. C'est un de nos amis qui est devenu producteur, Philippe Gauthier, que Reza connaît bien et qui a été tourné des films aussi en Afghanistan, qui s'en occupait pendant des années. Et pour moi, c'est, pardon de continuer là-dessus, d'elle, parce que je pense que c'est la même œuvre, ce que fait la société civile, donc les humanitaires du Nord, en l'occurrence PSE, hein, qui est un petit peu comme Médecins sans frontières, les sans-frontiéristes, ou du Sud, et puis deuxièmement les témoins engagés ou pas, les témoins comme Reza, parce que ça sert à dénoncer la petite fille à la poupée, la petite fille afghane et les enfants dans la décharge. C'est deux jambes, on va dire, d'un être qui a. Les deux sont nécessaires pour construire un peu un avenir plus clément, plus vivable, on va dire, pour ces populations, que ce soit le témoin qui permet de relayer ce qui se passe à travers le monde, et les humanitaires qui sont là pour essayer sur le terrain. Et parfois, avec des projets comme ceux d'Aïna ou des ateliers Reza, les deux se rencontrent, le témoin visuel qu'est Reza et l'engagé qui peut être à travers ces projets, associatifs. Et cette photo, la force de cette photo, c'est plus pour montrer comment est-ce que malgré le terrain un peu aride et peu propice à se promener pieds nus, les personnes sont obligées dans ces conditions de pauvreté de construire des chaussures avec ce qu'ils ont, et ces cordes allaient jusqu'à râper les doigts de cet homme, mais c'était son seul moyen de se promener, de marcher dans ces terrains, hostiles. Ouais, mais il n'y a pas trop grand-chose de plus à dire. Alors là, si je ne me trompe pas, c'est en Algérie. Ah oui, c'est en Algérie, c'est au domaine du singe, à côté de Béjaïa. Et c'est sur un projet qu'il a mené sur 3 ans, d'un ouvrage en parallèle avec l'écrivain Yasmina Khadra, qui écrivait les textes, et Reza qui prenait les photos. Et c'était essayer de raconter l'Algérie d'une autre manière que celle dont on avait l'habitude de voir. Et c'était une Algérie des paysages, une Algérie des peuples, etc., qui était loin de l'actualité. Donc, Alors, il y a toujours un grand travail de lumière sur les photos de Reza. On l'a bien vu sur les photographies de visages et paysages humains, et puis les paysages tout court. Il y a toujours ces contrastes, ces zones d'ombre, etc. Et ça m'a toujours fasciné chez Reza, cette analogie du contraste ou la nuance de la couleur, ou du clair et de l'obscur entre le visage et le paysage. Donc voilà, c'est le travail des photographes, mais c'est pas toujours évident. Il y arrive très bien. alors là, c'est justement dans le pays où il se trouve en ce moment, c'est en Azerbaïdjan. Et c'était pendant le Ramadan. Et il s'est retrouvé dans la cour d'une église, en voyant une table immense qui était préparée avec les assiettes. Et il demande au prêtre, mais qu'est-ce que c'est que ce banquet? Vous avez une
une fête, un mariage, un baptême, etc. Et le prêtre lui dit, bah non, c'est l'ouverture du Ramadan. Et donc, nous, tous les soirs, quand c'est Ramadan, on ouvre les tablets pour que les différentes communautés religieuses s'assoient ensemble et partagent le repas d'après Ramadan tous ensemble. Et c'est un peu l'image de l'Azerbaïdjan, qui est un pays à majorité musulman, laïque, où vivent en harmonie des religions différentes, qui sont les chrétiens, les musulmans, les juifs, les zoroastriens, les bahaïs, il y a aussi des bouddhistes, etc. Et ça, c'est une image de communion religieuse, quand on sait que à côté, il y a l'Iran, qui a une république islamique qui connaît 15 millions d'Azerbaïdjanais, mais qui vivent avec peu de liberté religieuse, où les sunnites ne sont même pas représentés. Quand on a à côté la Turquie de Erdogan, qui n'est pas non plus la plus ouverte en termes d'ouverture religieuse, le vivre ensemble entre les communautés en Azerbaïdjan, c'est quelque chose d'assez heureux à voir, on va dire, dans cette région du monde. C'est vrai pour les communautés religieuses, ça l'est moins pour la politique en Azerbaïdjan, parce qu'il faut le rappeler, c'est quand même un pays extrêmement critiqué, enfin plus que critiqué, alors tout est noté par Amnesty International, Reporters sans frontières, Human Rights Watch en matière de droits de l'homme. C'est une dictature. Je le précise parce qu'il y a aussi un petit peu l'envers du décor. Pardon, je ferme la parenthèse. Oui, mais là on parle de la cohésion religieuse. Il y a d'autres. Ça participe du même ensemble sur les libertés civiques et en général. Oui, mais bon, c'est pas le même. C'est pas un propos politique. Oui, mais là on parle on parle pas d'une politique, on parle d'un village dans lequel des chrétiens. Les opposants, ils sont jetés en prison. Ouais. Non, c'est vrai, moi je suis obligé de le dire parce que je suis écrivain voyageur, je connais l'Azerbaïdjan. Oui, non, mais moi je parle. Sur la parenthèse. Non, mais on parle pas on dit pas que l'Azerbaïdjan est un pays paradisiaque. On dit juste que dans ce village et dans beaucoup de villages en Azerbaïdjan, les communautés religieuses vivent en paix. Après, je remets la parole d'Ilham Aliyev, le dictateur, dans son contexte. Voilà. Je ferme la parenthèse. Non, mais là, on parle de religion, on parle de vivre ensemble religieux, pas de politique. C'est aussi les droits de l'homme. Oui, non, mais la vie religieuse, elle est. Là, on peut avoir un pays dans lequel il y a des imperfections, mais reconnaître qu'il y a dans ce contexte-là un bel exemple, et qui est pas forcément un exemple politique, qui est un exemple d'un prêtre dans cette église, dans ce village, et qui se reproduit dans d'autres villes et d'autres villages. Je mettais juste dans le contexte. Là. Oui, non, mais sinon on peut aussi faire le contexte sur tous les pays du monde. Mais bon. Alors, donc, je pense que je ne saurais pas quoi dire. Non, ouais. Donc là, c'est... Merci. Ouais, je pense que c'est le mont Ararat qui est assez emblématique pour les Arméniens, qui est un haut lieu de symbolique, culturel pour le peuple arménien et pour ces régions du monde. Et c'est un peu une symbolique d'un berger. Bon, c'est pas en Arménie, puisque Reza ne peut pas y aller, mais c'est un berger qui, je pense, depuis le côté turc, observe cette montagne, et avec ce nuage qui le rend presque divin, qui montre pourquoi est-ce que ça a culturellement, cette montagne a culturellement un aspect symbolique pour un peuple frère. Alors, c'est une photo qui s'appelle, qu'on a renommée Sinbad le marin, parce que ça ressemble un peu dans l'imaginaire qu'on peut se faire, ce que peut être Sinbad, qui était ce grand voyageur des contes orientaux. C'est un pêcheur en fait qui faisait traverser les voyageurs d'un versant du Nil à l'autre, et que donc Reza
pu photographier. Il a un regard assez beau, enfin, c'est un assez bel homme et on se rend compte à travers les conférences et rencontres qu'on fait qu'il a un certain succès chez les spectatrices et les femmes qui viennent regarder, qui achètent souvent son poster quand on en vend. Donc, j'imagine que j'imagine pas, ça reste un bel homme. Donc, c'est un homme qui fait, que ce soit aux États-Unis, en France, en Argentine, quand il est projeté, qui a un certain effet. Voilà. Donc ça, c'est une statue de Martin Luther King qui est à Washington, D.C., qui a été prise le jour de l'investiture du bientôt futur ex-président des États-Unis, qui en fait est assez intéressante parce que on ne sait pas si il a plu, donc la pluie est tombée sur Martin Luther King et on a l'impression que des larmes coulent de ses yeux, donc c'est presque on ne sait pas si c'est le pleur de ce qui vient de se passer, c'est-à-dire Trump qui a été investi, ou si c'est le pleur de ce qui va se passer après, pendant 4 ans de Trump. Donc après, chacun se fera l'idée, je pense, aujourd'hui, de est-ce que c'était des larmes, est-ce que c'était juste la pluie qui a permis une belle image, mais la symbolique était là. Alors là, c'est en Turkménistan, c'est un cheval qui est assez connu, qui s'appelle les Akalteke, qui sont des chevaux très rares, assez collectionnés à travers le monde par les puissants, mais qui vivent au Turkménistan assez librement. Et c'est dans les peuples d'Asie centrale, que ce soit les Turkmènes, les Kirghizes, les Ouzbeks, les Ouïghours, il y a un lien assez unique entre l'homme et le cheval, parce que c'est des très grandes étendues et souvent le cheval est le lien le moyen de transport le plus efficace et le plus emprunté. Donc il y a une relation presque fraternelle entre ce jeune homme et son cheval qui se voit un peu à travers cette image. Voilà, pour mettre dans le contexte aussi, encore une fois, là, on peut dire que Reza a beaucoup voyagé sur les routes de la soie, sur donc, les pays en stand de l'ex-URSS, Kirghizistan, Tadjikistan, bien sûr, pour aller en Afghanistan, Kazakhstan, etc. Donc, on est un peu dans l'espace turcophone. Ouais. J'en profite pour dire, d'une part, qu'on peut commander les livres, non seulement de Reza, mais de tous les intervenants du Festival Terre d'ailleurs, qui a lieu donc jusqu'à demain, mais qu'on peut voir encore en podcast pour les films jusqu'au 10 décembre et pour les entretiens aussi, qu'on peut donc acheter en cliquer et livrer à Ombre Blanche, je vais y arriver, en partenariat avec le Terre d'ailleurs. Et c'est très simple, vous allez donc sur la plateforme de Terre d'ailleurs Tina, hein, la plateforme de télévision sur laquelle vous avez vu sur laquelle vous êtes d'ailleurs, et vous voyez les différents documentaires et entretiens, et vous regardez librairie, donc il y a toute la liste des livres, et il y a ceux de Reza, donc il y a, je cite entre autres, L'œil de Reza, qui vient de paraître, 10 leçons de photographie chez Luno, Iran, rêve et dérive 2019 chez Ebec, et derrière l'objectif de Reza en 2010 d'Ebec. Et donc, n'hésitez pas, là, c'est cliquer et livrer. Il y a même donc le délit de livraison. Et puis, puisque c'est ouvert depuis ce matin, surtout, allez dans les librairies à Toulouse, Ombre Blanche ou ailleurs. On était d'ailleurs ensemble avec Reza l'an dernier, un peu par hasard, à Ombre Blanche. On s'est retrouvé avec un grand humanitaire, Ronnie Broman. On a signé nos livres dans l'après-midi, à chacun à 1 heure d'intervalle. Et donc, c'est très important. Deuxièmement, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, il y en a une qui vient de tomber de Christelle Ronce. Donc, je la pose à Abdelazad, son fils, pour Reza. Est-ce qu'il y a une photo que Reza s'est interdit de faire ou de montrer? De faire, oui. Il y a une photo de censure volontaire. Il y a une photo qu'il aurait, comme il dit souvent, c'était vraiment la photo presque parfaite pour un WordPress ou quelque chose comme ça. C'était dans une route bombardée. En fait, un bus venait d'être bombardé. La majorité des personnes du bus étaient mortes. Le bus était en débris quasi. Et il y a une petite qui sort en sang de ce bus et qui court vers Reza, les bras écartés. Et à ce moment, Reza se dit
je peux prendre la photo et il y a tout dans cette image, mais je peux aussi ouvrir mes bras et recevoir cette petite fille qui maintenant est seule et qui a probablement plus besoin de mes bras que moi j'ai besoin de cette photo. Et donc, il a posé ses appareils et ouvert ses bras pour cette petite fille. Donc, c'est souvent l'histoire qui raconte pour répondre à cette question. Et je pense que ça s'est passé plus d'une fois, mais c'est souvent sûrement celle qui le marque le plus pour qu'il la raconte pour répondre à cette question. Donc là, c'est pas un choix, enfin si c'est un choix, mais c'est pas une censure en tout cas. C'est Non, non. le geste d'accueillir l'enfant plutôt Voilà. que de le montrer. Non, D'accord. il s'est déjà fait casser le poignet ou plus pour prendre des photos qu'on ne voulait pas qu'il prenne. Donc, il a été en prison sous le chat et torturé pour des photos qu'il a prises. Donc, là, il se censure pas photographiquement. C'est plus un impact humain qui le pousse à ne pas prendre une photo. Bien sûr. Donc, n'hésitez pas, vous, les spectateurs, de poser d'autres questions. On est là pour y répondre. En l'absence de Reza, donc Delazad, son fils, le fera avec plaisir. Voilà, autre photo, donc. Alors là, c'est pareil sur toute cette zone euh, montagneuse et de plaine où Reza a beaucoup travaillé. C'est entre la Chine, la Mongolie et la Russie. C'est un fleuve où il peut faire très froid, qui s'appelle le fleuve Amour. Et voilà encore ce rapport entre les hommes et le cheval. Je crois qu'il a fait moins 42 degrés à cette période-là. Il y a une photo de Reza qui partage souvent en conférence où on voit son emblématique moustache, parce que je crois que je ne l'ai jamais vu sans, qui était complètement gelée et blanche de neige par voilà, exactement cette photo. Parce que c'est aussi ça, être photographe, c'est devoir confronter ses cils et sa moustache au froid quand on a besoin de prendre des images. Voilà. Pour des populations bouddhistes, d'ailleurs, mongoles et bouddhistes, hein, c'est grosso modo la Bouriatie qui est en Mongolie au sud du Baïkal. Hein, c'est la Bouriatie, ce sont des bouriates très souvent. Hein. Exactement. Et ben ça, c'est un terrain que Olivier connaît très bien. C'est avec les Peshmerga kurdes. C'était entre 2013 et 2014, si je ne me trompe pas. Il a passé énormément de temps pour son livre Kurdistan Renaissance dans la partie irakienne du Kurdistan. Et là, c'est un des temps qui passe avec les Peshmerga entre deux opérations militaires. Et il est là pour prendre au plus proche du front possible, être témoin de ces moments d'histoire, parce qu'il faut savoir que même si Daesh est encore présent dans ces régions du monde, s'il y a eu des désastres qui ont été préservés ou empêchés, s'il y a eu des monuments, des villes qui ont été reprises et que Daesh n'a pas pris tout le Moyen-Orient, c'est en partie grâce à l'engagement des Peshmerga, hommes et femmes kurdes qui se sont jusqu'au bout battus contre l'État islamique. Ouais, il faut dire que là, dernièrement, enfin jusqu'à l'an dernier, il y a quelques mois encore, les Kurdes, effectivement, continuent à combattre Daesh, qui est toujours là, donc très souvent instrumentalisé par le président turc Erdogan. On en a retrouvé 2000 d'entre eux en Syrie, 2000 d'entre eux en Libye, d'autres en Azerbaïdjan. Et ces combattants et combattantes, hein, ces jeunes résistants et résistantes kurdes qui, c'est vrai, ont contribué à endiguer Daesh et l'État islamique, ont perdu 13 500 des leurs pour combattre l'État islamique, pour protéger les États occidentaux. Donc c'est un combat extraordinaire de la part des Kurdes et qui dure depuis des dizaines d'années, malheureusement, et qu'il faut soutenir. Là, c'est dans la ville de Sinjal, pareil au Kurdistan irakien. C'est la ville, presque la capitale de ces populations qu'on appelle les Yazidis, qui sont une des plus anciennes populations de cette région du monde et qui avait été assiégée pendant 2 ans, je crois, si tu me corrigeras si je me trompe,
qui était prise par l'État islamique et c'était une forme de siège jusqu'à ce que les forces kurdes et yazidis reprennent la ville. Et là, c'était au moment où ils découvraient l'état de destruction qui avait été laissé par ces 2 ans de conflit. Et donc, c'est un peu un regard presque en même temps, pas victorieux, mais heureux d'avoir repris cette ville, en même temps plein d'interrogations, de craintes, de désespoir de voir l'état de cette ville à un moment donné florissante qui est laissée à... Ouais. Ce qu'il faut dire, je reviens justement à la situation des réfugiés kurdes en Irak, mais pas que, les yézidis et même les Syriens. Et un petit peu ce que montrait Reza aussi avec le problème au Rwanda, c'est que le viol est devenu une arme de guerre. Et là, Daesh, l'État islamique, donc instrumentalisé encore une fois, entre autres par la Turquie, a vraiment utilisé le viol comme arme de guerre. Et les yézidis, qui sont considérés comme étant totalement hérétiques par Daesh, l'État islamique, parce que c'est une religion syncrétique très ancienne d'ailleurs, dont on peut voir encore les différents lieux saints en Irak. Les yézidis ont été totalement massacrés, les femmes ont été violées, victimes de violences sexuelles. Mais quand on dit violences faites aux femmes dans les camps de réfugiés de yézidis qu'on connaît avec Reza, y compris en Syrie et en Irak, c'est des multiviols, c'est des jeunes filles de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans qui ont été vendues plusieurs fois donc à différents émirs et même des soldats de l'État islamique. Donc voilà, on voit bien la détresse de ces yézidis et de ces combattants qui reviennent. Mais il y a l'après, il y a la victoire, la reconquête, puis après il y a l'après, parce que ça, ce sont des drames qui restent profondément ancrés. Et je crois beaucoup que la photographie et l'écriture peuvent t'aider. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs des ateliers en Irak, entre autres. Reza de son côté, moi avec une autre association, pour essayer d'aider ces jeunes à se reconstruire. Justement, là, c'est une tenue qui symbolise un peu ce dont vient de parler Olivier. C'est un des vêtements qui a été laissé par les hommes qui avaient enlevé plusieurs femmes, enfin une femme, là c'est le vêtement d'une femme yazidi, et donc sur le chemin, presque pour montrer que la femme avait été enlevée, était déposée la tenue qu'elle portait. Donc ça dit beaucoup de ce qu'il allait probablement advenir de cette jeune femme et de l'esprit réel des hommes qui l'avaient enlevée derrière de l'État islamique. Et là, c'est une femme yazidi qui a été une esclave sexuelle, qui a réussi à se retrouver dans un camp de réfugiés, donc entre guillemets s'en sortir, même si psychologiquement on peut se poser la question, et qu'il a fait la cérémonie du nœud, qui est une cérémonie très emblématique chez les yazidis, et qui prie pour toutes les femmes qu'elle connaît qui ont été enlevées et qui sont encore des esclaves sexuels. Oui. Et alors, évidemment, je parlais tout à l'heure, c'est ce que fait Reza avec ses photos, et puis d'autres associations, y compris par l'écriture. Moi, je le fais avec une association qui s'appelle DSF, Douleurs sans frontières. Et je me rappelle avec Alain Seri, qui est un très grand médecin, qui est un membre de l'Académie de médecine, qui dirige cette association Douleurs sans frontières, qui dirige aussi l'hôpital Lariboisière, en tout cas son centre de soins palliatifs à Paris. Et on est rentré dans une tente d'un camp de réfugiés, et il faut bien voir que ces filles des yézidis qui ont été victimes de viols, elles sont doublement, comme aussi les autres Kurdes et les autres habitants de la région, pénalisées, parce que bien sûr, il y a le traumatisme aussi du retour dans la famille, qui souvent n'est pas accepté par la famille, parce que ces femmes sont considérées comme étant salies. Et tout le travail donc, qu'on entreprend, y compris par la photo, mais aussi par des ateliers, la danse et l'écriture, c'est quelle sorte de l'atonie, l'apostrophe atone, l'atonie, ne plus parler. Et je me rappelle, pour finir, dans une tente, on est rentré avec Alain Seri et un autre médecin qui s'appelle Richard Trèves, ainsi que Pierre Muller. On a vu une jeune fille, on a passé pas mal de temps avec elle, et on avait 17 ans.
Et en sortant, Alain a dit, si on ne fait rien là, dans les semaines qui viennent, elle va se pendre, se suicider dans les 6 mois. Et donc voilà, c'était tout le travail d'attention pour retrouver la parole. Et ces filles sont comment dirais-je, d'une force incroyable pour se reconstruire et en aidant les autres à se reconstruire. Donc en aidant les autres, finalement, elles arrivent à se sauver elles-mêmes. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais c'est tout ce drame. Il y a l'instant T de la photo, puis après, il y a ce qu'on peut faire après. Et ça, c'est important de les suivre. Justement, je pense que ça a fait écho avec les paroles que tu viens de dire. Il faut un vrai travail de reconstruction pour toutes ces femmes. Parce que là, ce n'est pas que derrière ce geste de couvrir leur visage, c'est aussi couvrir tout ce qu'elles peuvent représenter de ce qu'elles ont vécu et le miroir qu'elles ne veulent pas transmettre. Et il y a un travail de reconstruction avec les actions que tu mènes qui est fondamental pour ces jeunes femmes et d'autres personnes dont les traumatismes psychologiques d'après-guerre ou d'après-esclavage sexuel est immense et qu'il faut, au-delà de la photographie, et parfois ça se fait par l'écrit, parfois ça se fait par un suivi psychologique, parfois ça se fait par l'image, mais il y a un vrai travail individuel à mener pour éviter que ce soit un désastre humain au-delà de ce qu'elles ont déjà vécu. C'est ce dont là on a vu les hommes autour de Reza quand ils buvaient le thé. Là, ce sont des femmes peshmerga kurdes. Et il faut savoir en fait que pour les hommes de l'État islamique, s'ils étaient tués par une femme, ça les empêchait d'entrer au paradis. Parce qu'ils pensent encore rentrer au paradis. Et en fait, c'est pour ça qu'elles avaient très peur de se battre contre des femmes peshmerga kurdes, parce qu'elles étaient très entraînées, elles étaient des vrais soldats comme les hommes, mais la double peur, c'était pas seulement de se battre contre des soldats préparés, mais c'était de battre contre des soldats qui allaient leur empêcher l'entrée au paradis. C'est vrai qu'elles sont très craintes, non seulement lorsqu'elles tuent, évidemment, mais lorsqu'elles blessent. Et oui, effectivement, elles le disent elles-mêmes. Hein. On s'est retrouvés sur une ligne de front après avoir vu Reza. On s'était vu à Souleymanié, je pense que c'était dans les années justement 2014 ou 2016. Moi, j'étais descendu le lendemain sur la ligne de front, au sud vers Kirkouk. Et on était à 20 mètres, 15 mètres de la ligne de front. Et les 3 jeunes femmes avec lesquelles j'étais n'étaient pas pressées. Elles prenaient le thé justement. Et je leur dis, mais écoutez, ça canard, il y a la 12-7, c'est la Dachaka, c'est des grosses mitrailleuses lourdes qui étaient en train de bombarder l'endroit où on était. Et elles disent, non, t'inquiète pas, on finit le thé, ils ont trop peur de nous. Et c'est vrai que d'autre côté, ils avaient très très peur. Quand ils ont appris que c'était des femmes, ils sont partis. Voilà. Et là, je pense que ce sont des femmes du parti du PDK de Barzani. Ouais. Ouais. Alors, oui, ça c'est pareil, c'est une enfant yazidi en prière dans une cérémonie religieuse dans le Kurdistan irakien. Ouais. Une question d'Agnès Hamel, compliment donc pour les photos, hein. Superbe photo très émouvante, merci. Est-ce qu'il y a un livre qui rassemble les photos qui sont montrées? J'en ai cité 3. Lequel tu mettras en avant d'Elazad? L'œil de Reza, Iran, bon, Iran, c'est que l'Iran, derrière l'objectif de Reza? Alors, derrière l'objectif, c'est plus un ouvrage d'apprentissage c'est un peu la philosophie photographique de Reza. Donc, c'est un manuel qui peut être très intéressant pour découvrir Reza. Dans les 3 que tu as cités, oui, c'est probablement celui. L'œil de Reza, c'est un mélange de l'idée que se fait Reza de la photographie et de cours techniques de photographie par une photographe toulousaine qui s'appelle Florence Hatt. Et c'est l'ouvrage le plus récent qui est sorti. Donc, et après, oui, comme tu le disais, Iran Rêves et Dérives, c'est un livre qui a été fait avec le frère de Reza Manoucher, qui est aussi un très bon photographe, qui raconte l'histoire de l'Iran un peu avant la révolution et jusqu'à la guerre Iran-Irak. Donc, ces trois ouvrages-là en particulier sont des ouvrages assez différents sur le travail de Reza.
Et là, l'image qui est montrée, c'est des couvertures de DVD de reportages ou de documentaires qui ont été faits sur Reza, sur sa carrière ou sur des éléments spécifiques de la vie de Reza, soit son J'espère association qu'on a répondu à la question d'Agnès, hein, parce que ce sont 3 livres différents, mais voilà, on après, est évidemment sur la liste qu'on a sur l'onglet librairie avec Ombre Blanche. Mais après, oui, sur peut-être que derrière l'objectif de Reza, hein, qui est un livre que je connais bien aussi, 2010, on a quand même pas mal de ces photos qu'on a vues tout à l'heure. Hein. En fait, sur les 3 que tu as cités, c'est probablement derrière l'objectif celui Ouais. qui rassemble le plus le travail de Reza. Après, sur les photographies enfin les livres qui sont montrés là à l'écran, Sinbad, Entre guerre et paix et Insouciance sont probablement ceux qui sont qui rassemblent le plus différents types de photographies de Reza. Et je crois qu'il y a aussi, si je le vois, il doit être ici normalement. Oui, il y a aussi Sur les routes de la soie, qui est le livre que vous avez fait ensemble avec Reza. Donc oui, Oui, Sinbad, Sur les routes de la soie, Entre guerre et paix et Insouciance, on va dire, sont des livres qui rassemblent assez bien la pluralité du travail de Reza. Et en plus, Sur les routes de la soie, il y a des très beaux textes. on a fait également le voilà, le livre vert qui est aussi en bas en version néerlandaise, Éternité Zavgad, Ouais. au milieu à droite, on va dire. C'est un livre qu'on a fait ensemble. Et je signale aussi qu'il y a des livres en collaboration avec Rachel, Exactement. qui est son épouse. Exactement. Et qui est en train qui va publier prochainement son premier roman. Oui, j'ai vu ça. Bah, bravo, bienvenue. Eh ben, c'est super. Et voilà, donc là, on a un bon panel et on a aussi une liste un peu plus succincte sur je le répète, hein, sur le listing, donc la liste de Ombre Blanche. Voilà. Et J'espère qu'on a bien répondu à la question d'Agnès qui n'a que l'embarras du choix. Mais voilà, et tu parlais de Webistan tout à l'heure. Si Agnès a des questions en plus des 3 livres cités, elle peut contacter Webistan et on fera un plaisir de répondre à ces questions. Très bien, merci. On va passer à la photo suivante. Il nous reste 7 minutes pour aller jusqu'à 5h30. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Mais là, je crois qu'on a un bon rythme. On a des photos magnifiques, très bien commentées par Del, de son vrai prénom Delazad, et qui connaît toute l'œuvre évidemment de son père pour avoir voyagé avec lui, entre autres, en Afghanistan, en Chine et sur la route de la soie. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ces monuments historiques qui ont été préservés par les combattants kurdes. C'est vraiment c'était un monument en pleine dans une falaise qui avait une importance religieuse importante pour les chrétiens et que l'État islamique voulait absolument détruire pour retirer toute trace non islamique de la région. Et les combattants kurdes s'étaient fait de mission vraiment de préserver ce lieu parce qu'ils disaient qu'au-delà des hommes, c'est aussi un peu comme les Bouddhas de Bamiyan dont tu parlais. C'est vraiment les lieux symboliques et culturels de notre région. Ça fait l'âme de ces montagnes et de ces vallées dans lesquelles on vit. Donc, c'est fondamental qu'on les préserve et ils ont donné, beaucoup ont donné de leur vie pour protéger ce lieu, se préserver ce lieu d'importance culturelle énorme et qui a survécu grâce aux combattants kurdes. Très bien. Oui, j'explique en 2 secondes aussi que le Kurdistan, ce sont en fait des Kurdistans, 30 millions de personnes au minimum, réparties sur 4 pays, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, et que les Kurdes sont donc de confession musulmane sunnite, mais ont toujours tout fait pour qu'il y ait un œcuménisme. En fait, aujourd'hui, j'ai vu encore en Syrie il y a peu de temps, pour ce livre, si je publie Kurdistan, donc Raqqa, l'ancienne capitale du califat, entre guillemets, de l'État islamique, qui est aux mains maintenant des Kurdes, dirigée par 3 femmes. Et parmi ces 3 femmes, kurdes, donc, il y a une chrétienne, une syriaque. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais le communisme du côté syrien kurde et du côté irakien kurde n'est pas un vain mot. On peut peut-être passer aussi sur des photos. Qu'est-ce que tu en penses, Delazad, du travail de Reza qui est exposé, peut-être le jardin de Luxembourg ou autre chose qu'on voit un petit peu dans son atelier à ciel ouvert. Voilà, la mairie de Paris. À toi la parole, Del. En fait, Reza, avant d'être photoreporter, il est de formation architecte.
Donc, il a fait ses études de Beaux-Arts de Téhéran. Il a eu son diplôme. Il a même été embauché dans un cabinet d'architecture et il a déposé un congé de 3 jours pour couvrir la révolution iranienne. Et ses employeurs l'attendent toujours. Mais il a utilisé ses connaissances scénographiques et architecturales à travers le monde dans les expositions qu'il a pu construire et mettre en œuvre. Et il a toujours essayé de chercher des structures différentes pour embrasser les lieux dans lesquels il exposait. Donc là, il y a justement… Là, c'est la mairie de Paris, hein, la place, voilà, en plein centre de Paris. Explique-nous, donc c'est une exposition à ciel ouvert avec les photos. Souvent, Reza arrive à trouver des moyens, que ce soit sur des bâtiments, que ce soit en utilisant des espaces dans des places comme le parvis de l'Hôtel de Ville, qui, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, est une place assez centrale, pas très loin de Notre-Dame, qui a un positionnement assez stratégique. Et donc là, il a réussi à trouver un moyen par cette proposition et d'exposition un peu sphérique d'emmener les gens à se promener autour de ces images. On pourra pas tout dire d'elle, mais en 2 mots, il y a aussi ce qui m'a frappé, ne serait-ce que pour Paris, les jardins de Luxembourg. D'ailleurs, on s'est retrouvé en Afghanistan juste après. Il y avait aussi ce qui est sûrement l'un des plus grands ateliers au monde. Je ne sais pas si on pourra le voir là. 400 mètres de murs sur les quais de Paris. On ne voit pas la photo là peut-être après. 400 mètres comme galerie, c'est quand même pas mal, non? Oui, c'est extraordinaire. Ça, c'est sur la Bourse. Je pense pas ça, c'est la Bourse. Je pense, ouais. Ça, c'est la Villette. Tu peux passer. Et après, peut-être qu'on va tomber. Non, on l'a pas. Non, on l'a pas. Où est-ce que c'est ça? Ça, c'est à Saint-Lô. D'accord. Et alors, ce qui est bien, c'est il y a aussi. Voilà, si on l'a, c'est ça. Oui. Il y a eu 2 expositions. Que de montrer les photos, non seulement dans les livres et dans les magazines, mais évidemment sur les monuments, sur les quais de Paris, sur les murs. Et ça, c'est éminemment démocratique. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est une toute petite galerie de photos qui fait 400 mètres de long. Je crois d'ailleurs qu'il y a une photo de toi parce que à droite, la photo de Karzai aussi, on voit d'ailleurs la photo au milieu du baba là, avec sa petite fille au milieu du bateau. Et à droite, il y a une photo on ne la voit pas là, de plein de personnages que Reza a rencontrés et je crois t'avoir reconnu, il me semble. Exactement. Et Rachel aussi. Exactement. Voilà. On a encore 1 minute. On va conclure. Hein. Donc ça, c'est le travail de Reza. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il est aussi, on l'a dit tout à l'heure, de plus en plus porté sur ces paysages humains, presque de l'intérieur. Et puis l'œuvre pédagogique, on a parlé avec la petite Maya tout à l'heure, qui sortait de sa tente quand Reza faisait des ateliers à côté d'Arbil, donc la ville du Kurdistan. Et il a fait également des ateliers à Souleymanie où nous étions ensemble, donc dans l'est du Kurdistan. Et voilà, donc bravo, les 17h29, on rend l'antenne, comme on dit, sur la plateforme de Terre d'ailleurs dans quelques instants. Tu as un mot pour conclure? Moi, j'aurais quelques remarques, enfin pas des remarques, des félicitations de spectatrices. À toi, Adèle, tu as un mot pour conclure? Merci beaucoup. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour combler un peu l'absence de Reza qui est un peu malgré lui. J'espère avoir pu transmettre, comme il aurait pu le faire à ma manière, sa photographie et l'esprit. Je voulais remercier Olivier d'avoir été là pour mener cette discussion et apporter sa connaissance de ce terrain-là, et à tous les organisateurs du Festival Terre d'ailleurs pour nous avoir accueillis, Reza, moi, Olivier, les images de Reza dans ces circonstances qui sont assez particulières, et j'espère qu'on se retrouvera en des cieux plus cléments. Merci. Merci d'elle. Moi, je souligne simplement qu'on est amis avec Reza, qu'on se voit sur le terrain depuis longtemps, mais aussi à Paris, et que ce sont 2 regards différents. Moi, j'adore le regard de Reza, qui est le regard d'un photographe, mais plus que d'un photographe. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le titre du livre, derrière l'objectif. Donc, qu'est-ce qu'il y a chez l'homme ou la femme qu'on photographie, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Reza? Et je trouve que c'est… Voilà, moi j'apprends des choses aussi par une photo à l'instant T, comme les photos de Capa, les photos de Douaneau, les photos des grands photographes, Salgado, Depardon, etc. Et voilà, donc
je lis deux, trois petits commentaires rapidement avant de rendre l'antenne. Donc, Evelyne, merci Adèle pour avoir fait vivre les photos de son père à travers ses récits. Et merci à toi, Olivier. Bravo, Evelyne, que je salue. Donc. Et toujours bravo à la technique. Nicolas, moi aussi, je salue toute la technique. Hein. Donc, Nicolas, aujourd'hui, à la manœuvre, Jade et Élise, et puis toute l'équipe du Festival Terre d'ailleurs, du Muséum et de l'association Délire d'encre et de tous les soutiens. Jade également qui dit bravo d'elle et merci de nous avoir partagé l'histoire de Reza malgré son absence. Et Christelle Ronce qui dit merci, très belle photo, si émouvante. C'est un mot qui est souvent revenu là depuis tout à l'heure, hein, moment d'émotion, Cathy, etc., émouvant et qu'on ressent bien sûr à travers ces photos qui sont tout sauf figé. C'est important de le dire. Alors, je vous donne rendez-vous, écoutez, pas plus tard que dans une demi-heure, hein, 18 heures, pour la projection d'un film qui s'appelle Mustang au Royaume de la Lumière, enfin, que je trouve avoir réalisé. C'est un voyage d'un mois en Himalaya avec un autre ami qui, lui, est aveugle, qui connaissait le Mustang, qui est ce petit royaume perdu au fin fond du Népal, mais qui est rattaché maintenant au Népal, qui est grosso modo un Tibet sans la Chine. Et en fait, grosse surprise, c'est lui qui m'a montré, alors qu'il est non-voyant, son Mustang. Ça sera animé par Stéphane Dugast. À 20h, restez avec nous à 20h, c'est important. Remise du prix littéraire Terre d'ailleurs avec une personne qui est extraordinaire, une jeune femme qui s'appelle Capucine Trochet pour son livre qu'on a beaucoup aimé. Tara Tari, j'en dis pas plus, c'est une traversée de l'Atlantique qui est extraordinaire. Et puis à 20h30, la présentation du film Paul-Émile Victor, J'ai horreur du froid, et échange avec son réalisateur Stéphane Dugast et Daphné Victor, qui est la co-réalisatrice. Voilà, merci, à tout à l'heure, merci Dan, merci Reza, et merci à toute l'équipe. À tout à l'heure. À tout à l'heure.